Lumière. 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 Lumière sur la Voie lactée. Aujourd'hui, nous allons parler de Milky Way. Non, pas de la barre de chocolat à mousse, mais de la Voie lactée, le nom donné depuis l'Antiquité à notre galaxie. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre et est composée de centaines de milliards d'étoiles. Il y a une multitude de corps célestes dans notre galaxie. De la matière noire, des trous noirs, des planètes, des comètes, des astéroïdes, des étoiles très massives qui sont assez rares et des étoiles dites naines, brunes, rouges ou jaunes, comme notre étoile le Soleil. Nous allons pouvoir voyager à travers la Voie lactée grâce à Nadège Lagarde, chercheuse à l'Institut Utinam à Besançon. Bonjour Nadège. Bonjour Véronique. Deux questions simples. Comment est née notre galaxie et comment se forment les étoiles? Alors, une question simple, je dirais pas ça. C'est plutôt une question assez compliquée, effectivement, parce que on n'a pas de réponse unanime sur la formation de notre galaxie. Néanmoins, on peut regarder comment se forment les étoiles. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, mais il y a aussi des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Donc, regardons comment se forment ces étoiles. Pour comprendre comment se forme une étoile, il faut remonter le temps jusqu'à 13,8 milliards d'années. C'est quand l'univers commence son existence. Donc, si on prend 13,8 milliards d'années, on prend à une seconde après la naissance de l'univers, c'est une soupe de particules élémentaires où se forment des petits grumeaux. Ces petits grumeaux, ce sont des protons et puis des neutrons. Puis à ce moment-là, on a tout l'hydrogène de l'univers qui est né. En fait, l'hydrogène, c'est juste un proton. Donc, en fait, tout l'hydrogène qui nous compose ou qui nous entoure a été formé à une seconde après la naissance de l'univers. Donc, quelques minutes après la naissance de l'univers, ces protons et puis ces neutrons s'associent et puis on a formation de noyaux plus stables, comme l'hélium. Donc, tout l'hydrogène et une partie de l'hélium qui sont présents aujourd'hui autour de nous sont nés dans les premières minutes de l'univers. Par exemple, prenons l'hydrogène qui est présent dans votre corps. Donc, comme vous savez, le corps est composé essentiellement d'eau et donc l'hydrogène qui compose l'eau est vieux de plus de 13,8 milliards d'années. Vous n'êtes donc pas aussi jeune que ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Donc, en fait, l'hélium et l'hydrogène vont se regrouper dans des nuages gigantesques, qu'on appelle des nuages moléculaires. Et c'est dans ces nuages moléculaires que vont naître les étoiles. Comme toutes les choses que l'on trouve dans l'univers ou sur Terre, ces nuages sont sensibles à la gravité. Donc, la gravité, c'est une force assez simple. Ça agit sur les corps massifs. Donc, chaque corps massif attire vers lui un autre corps massif et vice-versa. Dans le cas d'un nuage moléculaire, la gravité, elle, agit de telle sorte que son centre attire la périphérie du nuage. Et donc, en fait, le centre du nuage va devenir si massif que le nuage va s'effondrer sur lui-même. En s'effondrant, la température du nuage va augmenter et va atteindre des dizaines de millions de degrés. Température à laquelle la combustion de l'hydrogène est possible. L'énergie n'est alors plus produite par contraction gravitationnelle, mais par fusion de l'hydrogène. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'une étoile est née. On peut donc dire que l'hydrogène est l'élément fondateur de l'univers. Alors maintenant que notre étoile est née, que va-t-elle devenir? Va-t-elle rester stable ou va-t-elle évoluer? Oula, 13,8 milliards d'années, on prend un coup de vieux. C'est ce qu'on pense, effectivement. En fait, une étoile va passer une grande partie de sa vie à brûler son hydrogène au centre. En fait, par exemple, notre étoile, le Soleil, est actuellement dans cette phase de son existence. Cette phase évolutive, on appelle cela la séquence principale. En fait, par exemple, dans le cas de notre Soleil, pour donner quelques chiffres, il brûle environ 620 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, ce qui est assez énorme. Donc, lorsque tout l'hydrogène au centre de l'étoile sera converti en hélium, le cœur de l'étoile, donc le cœur de notre Soleil dans quelques années, si on peut dire, va être dépourvu d'énergie et donc va se contracter. La température au centre de l'étoile va augmenter et donc à cette température-là, d'autres réactions nucléaires vont se mettre en place. Donc l'hélium va permettre la formation de d'autres éléments chimiques comme le carbone, puis ensuite l'oxygène. Et pour les étoiles plus massives que le Soleil, on verra la formation de d'autres éléments chimiques qui sont bien plus lourds, le néon, le silicium, etc., jusqu'au fer. Et enfin, selon la masse de l'étoile, la fin de vie ne sera pas la même. Pour les étoiles les plus petites, de plus petite masse, donc l'étoile comme le Soleil, par exemple, c'est une étoile de petite masse.
On dit par exemple que le Soleil fait donc une masse solaire, c'est notre échelle en astrophysique, et on peut avoir des étoiles qui font jusqu'à 50, 75 masses solaires. Donc une étoile comme le Soleil, c'est une étoile de petite masse. Ces étoiles-là vont finir en naines blanches. Avant le stade de naines blanches, elles vont expulser leur enveloppe vont former ce que l'on appelle une nébuleuse planétaire. Vous savez, c'est ces images qu'on voit dans les journaux où on voit ce gaz qui a différentes couleurs autour de l'étoile. Et pour les étoiles plus massives, donc, elles vont former des trous noirs ou des étoiles à neutrons après une expulsion de la supernova. Donc en fait, une grande partie des éléments chimiques qui nous entourent ont été synthétisés dans des étoiles. Et c'est aussi pour ça qu'on peut dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Tout nous ramène toujours au tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Alors, parmi les 118 éléments, y en a-t-il un qui vous intéresse plus particulièrement? Oui, sans aucun doute, je dirais l'isotope de l'hélium, qui est l'hélium 3. C'est un élément chimique qui a une résonance un peu particulière, surtout qui a clôturé ma thèse de façon un peu particulière. Si vous voulez, je peux vous en dire un peu plus là-dessus. Bien sûr, volontiers. Il faut savoir que les étoiles éjectent de la matière dans le milieu interstellaire tout au long de leur vie. Et dans le cas de Soleil, on appelle ça les éjections par vent solaire. Si on analyse la composition chimique de cette matière qui est éjectée par l'étoile, on peut remonter à la composition chimique du nuage qui a vu naître le Soleil, il y a 4 milliards d'années. Et en fait, il y a un peu plus de 50 ans, l'homme marche pour la première fois sur la Lune. Et puis, ce que l'on sait moins, c'est que lors de cette mission, la mission Apollo 11, une expérience a été posée sur le sol lunaire afin de déterminer la composition du vent solaire. Et donc, il y a un peu plus de 50 ans, le professeur Johannes Geis, qui était un astronome suisse, obtient de la NASA d'envoyer une expérience à bord d'Apollo 11. Cette expérience, c'est une simple feuille d'aluminium qui a été posée sur le sol lunaire afin de récolter les particules venant du vent solaire. Alors, juste pour la petite histoire, dans la grande histoire, ce drapeau, qui est entre guillemets suisse, a été planté avant le drapeau américain. Ah. Donc, les Suisses aiment beaucoup dire que le drapeau suisse a été planté avant le drapeau américain sur le sol lunaire. Revenons à cette histoire. Donc, ces mesures ont été faites dans les différentes missions Apollo, différentes missions qui ont suivi, et ont révélé que la teneur en hélium 3 dans le vent solaire était bien plus faible que ce à quoi on s'attendait. C'est ce qu'on a appelé le problème lié à l'hélium 3 dans la galaxie. Il me semble que vous avez résolu ce problème lors de votre thèse. Donc, en fait, comme je vous ai dit juste avant, une étoile éjecte pas mal de matière dans le milieu interstellaire tout au long de sa vie et aussi à la fin de sa vie. Elle pollue donc le milieu interstellaire qui l'entoure par les éléments chimiques qui la composent. Donc, comprendre comment évolue la composition chimique d'une étoile, et donc ici comprendre la quantité d'hélium 3 qui est éjectée par l'étoile, c'est aussi apporter des indices pour une meilleure compréhension de l'évolution chimique de notre galaxie. En fait, pendant ma thèse, j'ai mis en évidence qu'un mélange qui se produisait dans les étoiles de petites masses pouvait apporter des indices dans la compréhension de ces mesures qui avaient été faites il y a plus de 50 ans sur le sol lunaire. Et ce mélange, il s'appelle le mélange thermohaline. Nous y voilà. La circulation de type thermohaline. C'est bien un terme emprunté à l'océanographie. Il s'agit bien de la circulation engendrée par la différence de densité de l'eau de mer. Différence de densité due aux écarts de température et de salinité. Alors, quand on parle des océans, on comprend, mais qu'en est-il s'agissant des étoiles? Alors, c'est exactement ça. Cette instabilité est assez bien connue par les océanographes. En fait, si on décompose le mot thermohaline, on a une première partie du mot qui est thermo. Et donc, on voit que cette instabilité est due à une différence de température. Donc, un gradient de température. Et puis, donc, cette première condition pour que cette instabilité se produise est remplie dans les étoiles, puisqu'on a un gradient de température dans les étoiles, puisqu'il fait beaucoup plus chaud au centre qu'à la surface de l'étoile. Maintenant, on a la deuxième partie du mot qui est le mot haline. Donc, on voit que cette instabilité, deuxième condition, c'est d'avoir un gradient de salinité. Effectivement, dans les océans,
On n'a pas, dans les étoiles, on n'a pas ce gradient de salinité. On n'a pas de sel dans les étoiles, on a des éléments chimiques. Et donc le rôle du sel va être joué par l'hélium 3. Mais cela fonctionne-t-il de la même façon avec toutes les étoiles ou juste avec les plus petites? Alors effectivement, dans les petites étoiles, donc les étoiles de petite masse comme notre Soleil, on va avoir ce gradient de composition chimique donc, qui va être induit par une réaction nucléaire qui convertit l'hélium 3 en hélium 4. Et cette réaction chimique dans les étoiles de petite masse est dominante, alors que dans les étoiles plus massives, elle est plutôt secondaire. Et donc du coup, dans les étoiles plus massives, la stabilité thermohaline ne va pas se produire, et alors qu'elle se produit assez massivement dans les étoiles de petite masse. Une autre condition, si on va être plus précis, le mélange thermohaline va se produire à un moment précis de l'évolution d'une étoile, quand cette étoile va devenir une géante rouge. Donc en fait, une géante rouge, c'est le stade évolutif juste après celui où notre Soleil se trouve actuellement. C'est une très belle avancée scientifique pour une thèse. Alors, je le dois surtout, je pense, à ma directrice de thèse qui a eu le nez de trouver un bon sujet. Mais effectivement, ça a été un très joli résultat. Et si on s'intéresse plus particulièrement à l'impact de ce mélange dans les étoiles, donc ce mélange va créer une circulation comme il crée une circulation dans les océans terrestres, il va créer une circulation des éléments chimiques dans les intérieurs des étoiles et va ramener les éléments chimiques de la surface vers l'intérieur de l'étoile où la température est plus élevée et où ils peuvent brûler. Donc ce mélange va drastiquement réduire la quantité de certains éléments chimiques dans les étoiles et donc détruire de l'hélium 3. D'accord, oui. Et donc par ricochet, on va avoir une quantité d'hélium 3 qui va être expulsée dans le milieu interstellaire, qui va être diminuée. Et donc c'est comme cela qu'on a pu reproduire, comprendre les mesures qui ont été faites sur le sol lunaire il y a plus de 50 ans. Sachant qu'il y a moins d'hélium 3 sur la Lune que ce qui était envisagé, il y en a quand même plus sur la Lune que sur la Terre. En fait, ce qu'on récolte, c'est le vent qui arrive sur le surface lunaire. Oui, alors que, en fait, l'intérêt d'aller sur la Lune, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère et pas de champ magnétique. Sur Terre, on a une atmosphère et un champ magnétique qui nous protègent de ce vent solaire. Ça fait d'ailleurs des jolies aurores boréales au pôle, qui sont visibles depuis le pôle. Mais sur la Lune, on n'a pas cette protection. Et donc, on peut venir mesurer ces abondances-là. J'ai lu que vous alliez également à la quête du lithium perdu. En fait, si on regarde le lithium perdu, c'est pas celui vraiment qui me pose le plus de problèmes. Parce que si on revient au mélange thermohaline, additionné avec d'autres processus physiques, comme par exemple la rotation des étoiles, on arrive à comprendre les faibles teneurs en lithium dans les étoiles évoluées, comme les étoiles géantes, par exemple. Donc, le mélange thermohaline va, par exemple, détruire du lithium dans les étoiles. Malheureusement, donc ça, c'est une grosse fraction des étoiles qui sont observées dans la galaxie. Donc, la majorité de ces étoiles évoluées ont une faible teneur en lithium. Mais malheureusement, on observe aussi une petite fraction d'étoiles géantes qui ont une abondance en lithium très supérieure à la normale. Et donc là, il y a quelque chose à chercher. On ne comprend pas encore par quel mécanisme ou par quel moyen les étoiles arrivent à augmenter leur abondance en lithium, mais on cherche encore. On va peut-être trouver un jour. De quels outils disposez-vous pour vos recherches ? Alors, au quotidien, donc, comme vous avez pu vous rendre compte, je m'intéresse à comprendre l'évolution des étoiles et leur impact sur l'évolution de la galaxie. Et donc, pour cela, j'utilise des modèles numériques. Et le premier d'entre eux, c'est un modèle qui permet de suivre les propriétés des étoiles tout au long de leur vie. Le deuxième, c'est un modèle qui permet d'intégrer ces propriétés stellaires dans une vision plus globale au niveau galactique et donc de simuler les propriétés des différentes populations d'étoiles que l'on peut observer dans notre galaxie. Et ça, c'est le modèle de la galaxie de Besançon. Par contre, pour contraindre ces deux modèles, l'outil essentiel pour un astrophysicien, c'est quand même les observations. Et qu'elles soient faites depuis le sol avec des télescopes ou depuis les satellites, elles permettent de contraindre la physique qu'il y a dans ces modèles et donc de comprendre un peu mieux les étoiles et notre galaxie. Puis si on veut être plus précis, on a accès à une énorme base de données qui provient du satellite Gaïa. Est-ce que vous connaissez le satellite Gaïa ? Oui, j'en ai entendu parler lors du lancement du satellite il y a quelques années,
parce que ça avait fait la une de magazines de vulgarisation scientifique, et puis également très récemment, le 3 décembre 2020. Alors, le satellite Gaïa est vraiment un satellite qui nous permet d'avoir une vision globale dans la galaxie, puisqu'il nous permet d'avoir des positions très précises des étoiles dans notre galaxie. Et l'intérêt de ce satellite, c'est qu'il augmente énormément le nombre d'étoiles pour lesquelles on a cette position. C'est-à-dire qu'avec le satellite Gaïa, on aura accès à la position précise de plus de 1,7 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Alors, 1,7 milliard d'étoiles, c'est énorme, sauf que ça représente qu'un tout petit peu plus que 1% des étoiles de notre galaxie. Néanmoins, c'est quand même le catalogue le plus fourni qui existe actuellement. Ah oui, là, il s'agit d'une mine d'informations géante qui va vous permettre de travailler un certain temps. Exactement, oui, ça nous donne une belle cartographie de notre Voie lactée. Quels sont vos travaux et vos projets futurs? Alors, bien sûr, je vais continuer à essayer de comprendre comment fonctionnent les étoiles, plus particulièrement les étoiles évoluées comme les étoiles géantes, et puis essayer aussi de comprendre leur impact sur l'évolution de la galaxie, parce qu'on est vraiment très très loin encore d'avoir tout résolu. Après, dans le futur, il y a en 2025 sera lancé dans l'espace un autre satellite qui s'appelle le satellite Plateau. Et ce satellite a pour but de traquer les exoplanètes autour des autres étoiles que notre Soleil. Et par la même occasion, d'étudier les oscillations des étoiles. Alors, c'est comme si on avait un sismographe, si on veut. C'est de la sismologie d'étoiles. Donc, en fait, on regarde les ondes qui se propagent dans l'étoile. Et ces données qu'on appelle des données astérosismiques nous permettent d'avoir des informations très précises sur la masse de l'étoile et sur son âge. Et aussi d'avoir des informations sur la rotation des étoiles. Parce que c'est un autre processus de transport que j'étudie aussi très en détail. Je vous remercie Nadège pour ce passionnant voyage à travers la Voie lactée. Je ne manquerai pas de suivre vos travaux et à bientôt pour de prochaines explorations. Merci, à très bientôt. Au revoir. C'était Lumière sur la Voie lactée avec Nadège Lagarde, chargée de recherche CNRS à l'Institut UTINAM, Univers, temps-fréquence, interface, nanostructure, atmosphère et environnement, molécules, unité de recherche CNRS et Université de Franche-Comté.